Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Expédition à Newdale, un jeu d'Alexander Pfister, illustré par Clemens Franz et édité par Funforge pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties de 90 minutes environ. Je ne vous parlerai en rien de l'histoire, mais je vous dirai que ce jeu est en quelque sorte la suite de Oh My Goods, mais en jeu de plateau cette fois. Nul besoin toutefois d'avoir joué à son prédécesseur pour apprécier celui-ci. Vous allez plonger dans l'aventure au fil de plusieurs scénarios qui forment une histoire complète pleine de rebondissements. Chaque partie représente un chapitre. Vous pouvez jouer les chapitres l'un après l'autre comme une campagne ou indépendamment. Il faudra adapter votre stratégie aux conditions de la partie, plateau variable, événements aléatoires, éléments de jeu, objectifs, actions, etc. Ce sera à vous de les utiliser à votre avantage. Concernant le matériel du jeu, il y a beaucoup de choses. Il y a des cartes bâtiments mais numérotées, je les ai mis dans l'autre sens pour pas que vous voyez de quoi il s'agit. Des cartes événements, pareil dans l'autre sens. Des objectifs qui sont secrets, je les ai mis dans l'autre sens aussi. Des cartes chapitres également. Des cartes personnages, des cartes marins. Vous allez trouver également pour chaque joueur ici des pions d'action numérotés, des pions navires, des maisons, des tuiles progression, des marqueurs de score, des tuiles ponts, un bâtiment de départ là qui est en dessous, donc aux 4 couleurs de joueurs bien entendu. Vous allez avoir des tuiles bonus qui sont ici. Vous aurez également des marchandises et des jetons marchandises là. Vous allez avoir une carte des comptes finale avec une coupe, une jolie petite coupe pour le vainqueur. Vous aurez des assistants et leur sac en dessous, ainsi que 4 autres noirs qu'il faut mettre à part. Pour chaque joueur, vous aurez également des plateaux recto verso qu'il faudra utiliser d'abord de ce côté dans tous les cas. Vous aurez un plateau d'action qui ressemble à ceci, et vous aurez différents plateaux de jeu dont le premier à utiliser est sur le dessus. Voici la mise en place du jeu. La première chose, c'est de déplier le bon plateau sur le bon côté. Et là, il s'agit du plateau A, c'est indiqué ici, en bas à gauche du plateau. Vous allez également mettre à côté le plateau d'action que voilà, et un plateau comme ceci de ce côté-là également, parce qu'ils sont recto verso pour chaque joueur, à la couleur choisie par le joueur. Donc là, vous voyez que les fonds sont orange au niveau des ronds que vous voyez là, donc c'est bien le joueur orange, il a bien son bon plateau. Vous allez donner à chaque joueur 11 maisons, il en reste que 10 ici, qu'il va garder à côté, car il en mettra une sur Longsdale. Et là, je fais une partie à 2 joueurs, donc il y a le joueur blanc qui a aussi sa maison avec moi sur Longsdale. Vous allez donner également 4 pions actions numérotées de 1 à 4 à chaque joueur. Chaque joueur va garder à côté de lui le 1 et le 2, et le 3 et le 4 va être mis là pour chaque joueur en haut à gauche du plateau d'action dans la case correspondante. Il y aura 2 tuiles de progression ici à mettre sur le côté gauche de votre plateau joueur, en respectant tout simplement les icônes correspondantes. On reconnaît assez facilement quelle tuile va où. Vous aurez une mine de charbon que voilà pour démarrer. Elle a un fond bleu et vous la mettez par-dessus l'emplacement qui a un fond bleu sur votre plateau joueur. Vous allez mettre en réserve les marchandises et les jetons marchandises qui sont des jetons multiplicateurs. Les marchandises ne sont pas limitées, donc si vous en manquez, débrouillez-vous avec toute manière que vous voulez, mais elles sont illimitées. Ces marchandises, vous allez en prendre 5 pour les mettre sur votre mine de charbon au départ. Vous allez également mélanger les tuiles bonus face cachée, elles ressemblent à ça, face cachée, les tuiles bonus, face visible, il y en a un petit peu de partout déjà sur mon plateau parce que moi j'ai déjà fait la mise en place, et vous allez en sélectionner toujours face cachée un certain nombre selon le nombre de joueurs. En solo ça sera 7 tuiles, à 2 joueurs comme j'ai fait là c'est 14 tuiles, à 3 joueurs c'est 21 tuiles et à 4 joueurs c'est 28. Vous allez révéler ces tuiles les unes après les autres pour les placer sur le plateau. Chaque emplacement où j'ai mis une tuile en fait est numéroté, celui-ci c'est le 1, celui-ci c'est le 2, donc évidemment là c'est peut-être un peu loin, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais vous les verrez clairement quand vous aurez le jeu devant vous. L'objectif, ça sera donc de révéler les tuiles les unes après les autres et de les placer sur les emplacements numérotés du plateau de jeu dans l'ordre. Si une tuile révélée est déjà présente sur le plateau, on la place par-dessus. Moi ça m'est arrivé avec cette tuile, il y en a 2, ou avec celle-là, il y en a 3 par exemple, et on continue à ce moment-là après avec la prochaine tuile sur le chiffre suivant, sauf si elle est déjà là aussi, on la met par
par-dessus éventuellement. Si tous les emplacements sont pris et qu'il reste des tuiles, elles sont remises dans la boîte. Moi, je n'ai pu placer que 13 tuiles, donc il y en a une qui a été remise dans la boîte. Et inversement, il peut également arriver qu'il reste un ou plusieurs emplacements de libre. Si toutes les tuiles ont été placées, c'est tout à fait normal. Vous allez mélanger les bâtiments non numérotés, voilà leur dos. Vous allez donc regarder les numéros, quand il y en a, ils sont en bas à droite ici. Donc là, évidemment, comme c'est des bâtiments non numérotés, il n'y en a pas. Donc vous aurez fait le tri avant. Vous mélangez tous les bâtiments non numérotés en une pile face cachée. Vous donnez 8 cartes à chaque joueur qui va en garder 5 et en défaut, c'est 3. Vous allez former la pioche événement. La pioche événement, elle va se former de manière spécifique selon chaque chapitre. Là, on joue le chapitre 1. Au chapitre 1, en dernière carte, vous allez mettre dernière manche. Vous allez la mettre face cachée. Ensuite, vous allez prendre toutes les cartes numérotées 10 en bas à droite. Vous allez les mélanger et vous allez en mettre que 3. Les autres cartes 10 reviendront dans la boîte. Vous allez enfin prendre les cartes 100 à 102, donc 100, 101 et 102. Vous allez également les mélanger et les mettre par-dessus. Et ça va faire votre pile de cartes événements pour cette manche-ci. Vous allez également prendre tous les assistants de couleur, sauf les noirs, et les mettre dans le sac. Vous déterminez un premier joueur au hasard et vous lui donnez ce sac. Le sac servira pour la partie à déterminer à chaque fois qui est le premier joueur. Vous allez mélanger les objectifs secrets qui ont ce dos-là et en donner un à chaque joueur qui le garde face cachée à côté de son plateau. Évidemment, son propre objectif secret étant bien entendu consultable à tout moment. Vous allez donc placer la carte du chapitre à jouer face visible pour tout le monde. Donc là, j'ai pris la carte du chapitre 1. Attention, les fonds gris sont pour les parties 2 à 4 joueurs et les fonds jaunes sont pour les parties solo. Donc ce ne sont pas les mêmes cartes. Donc là, je joue une partie à 2 joueurs, j'ai bien un fond gris et c'est bien la carte numéro 1 du chapitre 1. Vous allez également y placer ici la carte décompte finale à côté. Vous allez ensuite prendre le livret de chronique qui est fourni dans le jeu et lire les parties précédemment et la partie objectif principal. Vous trouverez à la dernière page du livret de règles un guide de mise en place rapide par chapitre qui vous permettra de cerner très rapidement les différences entre chaque chapitre par rapport à la mise en place que je viens de vous expliquer. Un chapitre, c'est 7 manches de 6 phases chacune. Les cartes événements vous serviront de compte tour, c'est pour ça qu'il y en a 7 là dans la pile de cartes événements. Les phases sont jouées dans l'ordre. Les phases 1 à 3 peuvent se jouer simultanément. Les phases 4 à 6, quant à elles, se jouent l'un après l'autre dans l'ordre du tour en sens horaire, en commençant par le premier joueur, bien sûr. Et au bout de 7 manches, donc, on passe au décompte final. Sachez que l'ensemble des 6 phases est indiqué ici sur votre plateau joueur. Et on va donc commencer par la phase 1 qui est indiquée là, c'est-à-dire la phase événement. Le premier joueur va piocher la carte du dessus de la pioche événement. Il va la lire à haute voix. Elle est ensuite placée à droite de la pioche événement. Si cette carte a un éclair, et c'est le cas de celle-ci, on va résoudre ce qui est indiqué dessus immédiatement. S'il y a un numéro de phase indiqué, ça vous indiquera quand l'événement se produit. La deuxième phase du tour, c'est la phase de planification. Tous les joueurs placent leurs pions sur des emplacements d'action disponibles. Vous avez 2 pions en début de partie, numérotés 1 et 2. Vous pourrez en avoir plus tard, pour l'instant ils sont là-haut. Vous allez pouvoir jouer cette phase en simultané ou, si vous le préférez, dans l'ordre du tour, un pion par joueur au fur et à mesure. Un pion par zone de production sur votre plateau. Voilà ce que vous pouvez faire comme première possibilité. Donc vous avez 8 zones de production. Les 4 zones du haut sont divisées en 3 et les 4 zones du bas sont divisées en 2. Vous pouvez donc mettre un pion par zone. Si je mets un pion ici par exemple, je ne pourrai pas en mettre plus tard un autre là ou un autre là. Et c'est moi qui choisis au fur et à mesure. Évidemment, il n'y a d'intérêt de mettre un pion sur une zone de production que s'il y a une carte qui lui est associée. Donc au début, a priori, à part là, vous n'en mettrez pas d'autres. Ou alors il faudra que vous ayez construit une carte d'abord. L'autre possibilité, c'est de mettre un pion sur un emplacement d'action, et vous les voyez, ils sont là avec les 4 couleurs de joueurs, les emplacements d'action. Au niveau des emplacements d'action, plusieurs joueurs peuvent être
au même endroit. Si je me mets là, ça n'empêchera pas le joueur blanc d'y être également, par exemple. Par contre, on ne peut pas se remettre sur un emplacement où on est déjà. Le joueur blanc ne peut pas de nouveau venir se placer ici, par exemple. Plusieurs joueurs au même endroit possible, mais jamais les mêmes joueurs. On peut placer un pion sur une action qu'on ne peut pas résoudre, on en a le droit, sachez-le, même si a priori ce n'est pas forcément conseillé. La phase 3, c'est la phase assistant. Le premier joueur va prendre le sac qu'on lui avait confié. Je vais écarter un petit peu ça pour qu'on puisse y voir un peu mieux. Il va prendre donc le sac qu'on lui avait confié, il va piocher 4 assistants au hasard, un après l'autre, et il va les mettre selon leur couleur dans la ligne qui correspond. Donc, c'est parti. Voilà. Et un dernier. Eh bien, décidément. Alors, sachez que c'est du hasard, mais tout de même. Vous avez la répartition des assistants, de leur nombre qui est indiqué ici. Donc, vous voyez qu'à la base, il y avait quand même plus de jaune et de vert que de rouge et de bleu. Donc, c'était du hasard pondéré. C'est presque normal que j'ai eu ce tirage-là. Bien évidemment, ça sera jamais le même tirage, hein. Mais c'est pour vous expliquer le pourquoi du comment. Il y avait plus de chances que j'ai ça qu'autre chose dans tous les cas. Voilà, les assistants comme ça ainsi piochés, ainsi que ceux qui sont dessinés sur la carte. Là, il y en a 2 et 1 de dessinés sur cette carte. Il n'y en a pas de dessinés au niveau des bleus. Ces assistants-là forment le marché du travail. Nous voilà déjà à la phase 4, la phase action, mais celle-là va être beaucoup plus longue car c'est le cœur du jeu. En commençant par le premier joueur, puis en sens horaire, chaque joueur va retirer son pion numéro 1 pour effectuer l'action correspondante. Par exemple, le blanc retire son pion, il effectue l'action, le orange retire son pion, il effectue l'action, et puis on refait un tour de table pour le pion numéro 2, mon pion... Le blanc a un pion numéro 2 probablement chez lui, il va le faire, moi j'ai un pion numéro 2 ici, je vais le faire, et ainsi de suite. Si on a d'autres pions par la suite, on fera exactement la même chose. Si une action est constituée de plusieurs effets, ils sont résolus de gauche à droite et de haut en bas, et on n'est jamais obligé de résoudre un effet, même si on a la possibilité de le faire. Si une action n'est pas entièrement résolue, on reçoit une carte là de la pioche bâtiment qu'on place dans sa main en compensation. Si une action a 3 effets par exemple et que je n'en résous que 2, j'aurai une carte en compensation, mais si je ne fais aucun des 3 effets, je n'aurai toujours dans tous les cas qu'une seule carte en compensation. C'est une seule carte de compensation maximum si tout ou partie d'un effet n'a pas été résolu. La première action que je vais vous expliquer, c'est l'action construire. Elle est située là tout en bas à gauche du plateau d'action. Quand vous retirez un pion de l'action construire, vous allez donc pouvoir construire. Et il existe 2 types de bâtiments. Les bâtiments qui ont un fond noir comme ceci sont des bâtiments spéciaux qui vont ici s'ajouter à droite de votre plateau joueur et qui sont détaillés en page 15 du livret de règles. Et tous les autres bâtiments des autres couleurs comme ceux-là sont des bâtiments de production qui vont dans l'un des 8 emplacements qui sont autour de votre plateau joueur. J'aurais dû dire quasiment 7 puisque la mine de charbon est là au départ, mais en tout cas dans les 8 autour. Vous pouvez choisir de construire un bâtiment que vous avez dans votre main puisque vous avez des cartes en main. Rappelez-vous, on vous a donné des cartes au début de la partie, et puis vous verrez que vous pourrez en obtenir d'autres, ou vous pourrez, si vous le voulez, construire tout bâtiment qui serait éventuellement à disposition face visible, s'il y en a. Vous devez pour cela payer le coût en marchandises. Alors qu'est-ce que le coût en marchandises? Ici, j'ai du charbon, voilà le symbole de la marchandise charbon, et en dessous, on voit sa valeur en pièces. Chaque marchandise charbon vaut une pièce. Là, par exemple, j'ai une ferme à bétail, j'ai du bétail, et chaque marchandise bétail vaut 2 pièces, et ça peut être pareil pour d'autres choses. Chaque planche de bois sortie de ma scierie vaudra 2 pièces, pareil pour l'argile de ma carrière d'argile. Là, dans ma fonderie, le métal que j'en sortirai vaudra 4 pièces, par exemple. Là, ce n'est pas un bâtiment de production. Donc, si je retire une vache de ma ferme à bétail et un charbon de ma mine, j'ai 3, puisque j'ai 2 plus 1, 3, pour payer mes coûts. Voilà comment ça fonctionne pour payer les coûts. Il faut savoir également que ce coût peut provenir donc d'autant de marchandises différentes que désirées. Vous avez vu, là j'ai pris de 2 marchandises différentes. Si j'avais eu 8 cartes autour, je peux prendre un de chaque si j'ai envie pour un coût qui serait important certainement. Mais donc ça peut venir d'autant que je veux. Je peux tout prendre de ma mine, tout prendre de ma ferme, mixer les deux, et quand il y aura plus de cartes, je peux mixer autant de ressources que je veux pour payer ce coût en pièces. Par contre, on ne rend jamais la monnaie. Si je dois construire ma scierie qui vaut 7 parce que le coût des cartes à construire est situé
en haut à gauche, hein, je vous le montre, voilà. Là aussi, vous aviez un coût d'ailleurs, je l'avais déjà posé pour l'exemple, mais il y a des coûts. Si je dois payer 7 et que je prends 4 dans la ferme à bétail qui valent 8, eh bien c'est tant pis pour moi, je les défausse et on ne me rendra pas le 1, on ne me remettra pas 1 sur la mine de charbon. Hein. Mes vaches ne se transformeront pas en cailloux, donc automatiquement on ne rend jamais la monnaie. Et ça sera pareil pour tout ce que je dois payer pendant la partie, pas que pour la construction des bâtiments. Alors, une fois que j'ai payé, en supposant par exemple que j'ai vraiment construit ma scierie, donc voilà, je construis ma scierie, je vais choisir une des zones restantes pour placer ma scierie autour, sachant qu'il n'y a de toute façon qu'un bâtiment par zone, donc je ne peux pas remettre par-dessus là ou remettre par-dessus là, donc je pourrais me mettre là, là, allez, pourquoi pas, je vais poser ma scierie ici, on peut poser en bas aussi, même si là ça sort un peu du cadre, on le peut. Si vous n'avez plus de place, si tout ce qui est là contient un bâtiment, vous ne pouvez plus construire de bâtiment de production. Si c'est un bâtiment spécial, c'est pas gênant, le bâtiment spécial, vous le construisez là, et là vous pouvez en construire sur la droite à l'enfilade autant que vous le voulez, et eux, ils ne sont pas limités. La construction du bâtiment est liée à la pose d'une maison sur la carte, les maisons comme ça que vous aviez reçu en début de partie. Si vous n'avez plus de maison, vous ne pouvez plus construire. Vous devez vous placer sur une ville de la carte que vous n'occupez pas déjà, mais qui peut être occupée par un ou plusieurs autres joueurs. La preuve en est, c'est que la ville de départ, qui correspond à la mine de charbon que chacun a, il y a plusieurs personnes dessus quand on joue à plusieurs, donc ça c'est pas gênant. Par contre, à partir de maintenant, ni le joueur blanc ni le joueur orange peuvent venir reposer une maison sur Longsdale, puisque eux-mêmes y sont déjà. Par contre, plusieurs joueurs, c'est possible. La ville choisie ne doit pas être à plus de 2 de distance d'une ville que vous occupez déjà. Donc la seule ville qu'on occupe déjà, c'est Longsdale. Les distances, c'est de ville en ville, c'est une route franchie, donc de là à là, c'est 1 de distance, jusqu'à là, c'est 2 de distance. Si je remonte, bah, ça va être 1 et 2. Si je repars par en bas, ça va être 1 et 2, ou 1 et 2, etc. Donc c'est votre maximum. Mais évidemment, comme c'est la distance maximum à partir d'une ville où vous vous trouvez déjà, si vous construisez là votre première ville, votre premier bâtiment, la prochaine fois vous pourrez partir de là pour faire 1, 2 et vous retrouver ici, ou 1, 2 et aller là ou là. Donc au fur et à mesure vous allez pouvoir vous étendre comme ça sur la carte. Il y a différents bonus qui sont liés à la pose d'une maison. Le premier bonus possible, c'est les bonus de réduction qui sont dans des ronds comme ça. Donc il y en a 4 types. Voilà, on a ça, on a celui-là et on a ces deux-là en termes de type. Donc si j'ai choisi de construire là, je peux bénéficier de ce bonus de réduction. Ce bonus de réduction s'applique aux cartes que je choisis de construire. Si je choisis de construire une carte qui a un bonus identique, et là c'est le cas, à ce moment-là, j'aurai la réduction, et donc dans ce cas de figure, j'aurai moins 3 pour la construction de ma scierie, que je ne payerai plus que 3 au lieu de 6. Si j'avais choisi de construire ici et de construire une scierie quand même, je l'aurais payé 6, car il n'y a aucun bonus de réduction dans le cartouche correspondant au bonus de ma carte. Il faut que les deux soient associés pour que cela fonctionne. Le deuxième bonus possible, c'est un bonus de primauté, donc c'est le premier arrivé, premier servi, d'où son nom. Quand un joueur est le premier à s'installer sur une ville où il y a des points de victoire indiqués comme ça, 1 ou 2 points par exemple, avec un bouclier jaune avec un soleil à l'intérieur, qui représente les points de victoire, il se pose dessus pour le cacher, et il marque immédiatement les points de victoire en question, là, sur la piste de score. Le prochain joueur, si le joueur orange vient construire par la suite sur cette ville, il ne gagnera pas ce bonus de primauté, puisqu'il n'était pas le premier arrivé. La troisième chose possible, c'est les fameuses tuiles bonus qu'on a placées un petit peu de partout. On va pouvoir quand même aller les ramasser pour en faire quelque chose. Si votre portée maximum n'a pas été utilisée, c'est-à-dire si vous vous êtes déplacé de 1 pour poser votre ville et non de 2, ce qui là est le cas de tous ceux qui ont posé des villes jusqu'alors, puisqu'ils sont venus de là, ça a été 1, ou de là, ça a été 1, à ce moment-là, vous pouvez récupérer une tuile bonus. Sinon, si je mets ma ville ici, que je me suis déplacé de là pour me mettre là, que ça fait 2, je ne prendrai pas de tuile bonus. Donc si je n'ai pas utilisé l'intégralité de mes mouvements, je vais récupérer une tuile bonus d'une case adjacente à la ville posée, s'il y en a une. Alors une case adjacente, c'est un espace entouré de routes contiguës à la ville nouvellement occupée. Donc un espace comme celui-ci, enfin non, en l'occurrence ça va jusque là d'ailleurs, voilà, ou un espace comme celui-là, là, qui couvre tout, c'en est un. Cette ville-là, il a cet espace-là où il n'y a rien, cet espace-là, et cet espace-là. Donc de cette ville-là, j'ai accès à ces 2 tuiles, de cette ville-là, j'ai accès à ces 2 tuiles, par exemple.
La tuile bonus, si vous la prenez, allez hop, je vais prendre celle-ci par exemple, elle est placée face visible devant vous. Toute tuile est utilisable une seule fois par partie en la retirant tout bonnement du jeu lors de votre tour. Et vous pouvez utiliser autant de tuiles que vous le voulez en même temps, et même utiliser une tuile juste après l'avoir prise. Là, je viens de me poser, je prends cette tuile, je l'utilise immédiatement, j'ai le droit. Les tuiles doivent être utilisées par contre avant le décompte final, c'est-à-dire pendant la partie, et ce, même si elle rapporte des points. Vous trouverez en page 14 des règles le détail des tuiles, qui sont toutefois assez simples à comprendre, rassurez-vous. Allez, je vais la reposer ici, celle-là, ça sera plus simple. J'en profite pour vous parler des objectifs secrets. Je vais vous montrer la carte que moi j'ai reçue pour vous expliquer un petit peu tout cela. Voilà, les objectifs secrets. Ils comportent tous une partie haute ici, spécifique à chaque carte et donc à chaque joueur, et une partie basse identique à tous les joueurs. Ces objectifs jouent sur les villes que vous occuperez en fin de partie. La plupart des villes, je crois, à part celle-là peut-être, non, même d'autres là n'en ont pas, mais bon, beaucoup de villes ont des bannières comme ça. Voilà, ici, là, là, par là-bas. Elles ont des bannières. Et ces objectifs vont avoir un symbole de bannière ou un symbole, si j'en peux vous en trouver, comment dire, d'icônes. Voilà, donc ça va être soit des icônes, soit la forme de la bannière qui vont compter. Ça sera 2 points par ville que vous occuperez avec le bon icône dans ce cas-là, ou la bonne forme de bannière dans ce cas-là. Donc moi j'avais cet objectif-là, cette ville-là par exemple, c'est 2 points pour moi. C'est la forme de la bannière qui compte. Si quelqu'un d'autre a l'objectif des ronds, lui aussi pourra venir se mettre sur cette ville et gagner 2 points éventuellement. Et l'objectif commun à tous, ce sont les monolithes, et les monolithes, ils sont à certains endroits des différentes cartes. Là, il y a un monolithe ici, il y en a un là, il y en a un là, donc si j'occupe ces villes-là, j'aurai également 2 points pour ces villes-là. Vous noterez que là, le bouclier est entouré de lauriers, donc ce sont évidemment pas des points immédiats. Quand on a du laurier autour du bouclier, ça veut dire des points en fin de partie. Voilà pour l'ensemble de ce qu'on peut voir pour une action construire. La deuxième action que j'aimerais vous expliquer, c'est l'action de production. L'action de production, c'est une action que vous allez déclencher en posant des pions comme ça dans vos zones de production. Vous pouvez produire grâce aux assistants ou par chaînage, c'est l'un, c'est l'autre, ou ça peut être les deux. Je vous rappelle qu'on ne peut placer qu'un pion par zone de production. Vous voyez, j'en ai placé un là sur les 3, un sur les 3 et là un sur les 2. J'aurais pas pu en placer plus dans aucune des zones. Et quand on retire son pion de la zone, on déclenche la production. Donc là, le pion 1, c'est forcément lui qui est retiré en premier. Vous l'avez compris, pour réaliser les actions, on retire toujours les pions qu'on a placés selon leur numéro dans l'ordre bien entendu. Je l'ai retiré d'ici. Ce pion de la troisième, je vais le remettre pour que vous le voyez mieux. La production numéro 1, la première manière de produire, c'est de produire grâce aux assistants. Les assistants, c'est ce que vous avez là, soit de dessiner sur la carte événement, soit ceux qu'on a tirés du sac. Ils font partie de tous les assistants disponibles du fameux marché du travail. Alors, vous allez donc regarder ce nombre d'assistants disponibles et vous allez le comparer à ce que vous avez besoin sur votre carte. C'est écrit ici en bas à gauche, là j'ai besoin de 2 assistants jaunes et de 1 rouge pour produire correctement sur cette carte. Et il y a 3 manières de voir les choses quand vous posez vos pions. Vous pouvez faire de la production négligente, c'est-à-dire vous mettre à un endroit comme là sur un endroit qui vous demande moins d'assistants que ce qu'il y a sur la carte. Vous pouvez produire de manière ordonnée et vous mettre sur un endroit qui demande, vous voyez là il n'y a aucun modificateur, pile poil ce qui a marqué sur la carte, et vous pouvez faire de la production extraordinaire en vous mettant à un endroit qui demande plus, comme là j'ai fait, que le nombre qui a inscrit sur la carte. Au plus le nombre d'assistants demandés est grand, au plus la quantité de marchandises produites est importante. Vous le voyez, là on est à -1, on produit 2, là on est à +1, on produit 3, là on est à +2, on produit 4, et c'est pareil pour tous les endroits. Au plus vous tendez vers la production extraordinaire, au plus vous aurez de ressources. Alors, si le nombre d'assistants requis est atteint, le bâtiment produit le nombre de marchandises indiquées sur la case
choisi. Donc ici, j'ai besoin de 2 jaunes et de 1 rouge, et j'en ai besoin de 2 autres supplémentaires. J'ai déjà les 2 jaunes et 1 rouge sur la carte là, et 2 autres supplémentaires, ça tombe bien, j'ai 2 jaunes. Donc je produis bien en retirant ici 4 ressources dans ma mine de charbon, je viens les rajouter comme cela. Si je fais ma ferme de bétail, là j'ai demandé de produire à -1, est-ce que j'ai 2 verts? Oui. Est-ce que j'ai 2 rouges? Non, mais j'en ai 1, donc je suis bien à -1, donc je vais bien prendre 1 pour ma ferme de bétail par exemple. Pour la scierie ici, j'ai demandé à produire normalement. Produire normalement, c'est 2 jaunes et 2 rouges. Est-ce que j'ai 2 jaunes? Oui. Est-ce que j'ai 2 rouges? Non, je n'en ai qu'un seul. Et voilà les problèmes qui commencent. Si le nombre d'assistants n'est pas atteint, vous pouvez compenser chaque assistant manquant par la défausse de 3 cartes par assistant manquant. Il me manque un assistant rouge. Si je défausse 3 cartes de ma main, eh bien je remplacerai cet assistant rouge, et donc ma production se fera, admettons, j'ai défaussé mes cartes, je vais donc prendre mes 2 ressources que je vais mettre sur ma scierie. Les bâtiments spéciaux peuvent vous fournir des assistants permanents comme un bureau de poste là. Si j'avais eu ce bureau de poste, j'aurais eu un assistant rouge permanent, il se serait donc associé avec celui-là et j'aurais bien eu les deux, j'aurais pas eu besoin de défausser mes cartes pour réussir. Dans tous les cas, quand il vous manque des assistants, si vous ne défaussez pas de cartes parce que vous ne le voulez pas ou vous ne le pouvez pas, vous ne produisez rien. Si je n'avais pas le bureau de poste et que je n'avais pas défaussé 3 cartes, je n'aurais simplement rien produit sur ma scierie. Ça, c'est la première manière de faire, sachant que les assistants qui sont présents ici, et même ceux qu'on aurait en plus pour nous-mêmes, hein, dans ce cas-là, il n'est toujours que pour nous-mêmes, celui-là, les assistants présents lors de chaque manche peuvent produire pour tous les joueurs et pour tous les bâtiments. Vous l'avez vu, j'ai utilisé les jaunes pour là, et pour là, j'ai utilisé le rouge pour là et pour là. Donc voilà, ils ne sont pas retirés à l'utilisation et ils sont utilisables pour chaque bâtiment, pour chaque joueur. La deuxième manière de produire, c'est le chaînage. Alors le chaînage, c'est quoi? C'est assez simple. Le chaînage, il est indiqué en bas à droite des cartes qui peuvent avoir du chaînage. Et là, toutes mes cartes peuvent avoir du chaînage. Là, j'ai ce type de chaînage avec du noir et de la pierre. Là, j'ai ce type de chaînage avec du jaune et du blé. Et là, j'ai du vert avec du bois à l'intérieur. C'est du chaînage également. Je peux utiliser cette action de chaînage à la place ou en plus de la production par les assistants que je vous ai montré. Par exemple, si j'ai produit avec ma mine de charbon, ce qui était le cas, mais que j'ai des cartes qui peuvent me faire un chaînage avec elles, je peux les rajouter. Et vous voyez, les chaînages sur les cartes que vous avez en main, ils sont indiqués là sur la gauche, quand il y en a. Donc là, ces deux-là représentent bien ce symbole-là. Je peux donc défausser ces cartes pour rajouter un cube de ressources par carte que je défausse qui correspond au symbole. Et en plus, à chaque fois que je fais un chaînage de cette manière-là, je gagne une ressource supplémentaire, quel que soit le nombre de cartes utilisées. Donc, j'en gagne une de plus. De la même manière, quand j'ai produit avec ma ferme de bétail, j'aurais pu, avec mon abattoir, le défausser, mon abattoir, et avec là, le blé qui est là, qui correspond à ça, mettre un bétail de plus dessus, et comme j'ai fait un chaînage, j'en gagne un de plus. Donc vous le voyez, là j'en ai mis 3, 2 plus le bonus, et non pas 4, attention, et là j'en ai mis 2, 1 plus le bonus. Voilà des manières de faire des chaînages. Voilà le type de carte, non, ça c'est pas bon, c'est pas du bois. Voilà le type de carte que j'aurais pu, voilà, avec du bois, avec lesquels j'aurais pu faire un chaînage pour ma scierie par exemple. Donc les cartes sont défaussées à chaque fois, bien évidemment, donc c'est un choix. Quand vous faites ça, les cartes sont défaussées, vous ne pourrez pas les construire en tant que bâtiment du coup. Il y a une deuxième manière de faire des chaînages, et c'est si la carte que vous avez ici en bâtiment demande directement des ressources. C'est le cas par exemple de mon abattoir qui demande directement du bétail forcément. Si j'ai produit de manière, si j'ai produit là en enlevant un pion sur mon abattoir, je peux transférer un ou plusieurs bétails directement sur mon abattoir qui deviendront du coup de la viande. Je peux en transférer le nombre que je veux pour une seule action et ça compte comme un chaînage. Une fois que j'ai fini de transférer, comme j'ai fait un chaînage, je gagne un cube supplémentaire. Ces chaînages-là peuvent se faire carrément sur plusieurs cartes. Par exemple, si j'ai une mine de fer et une mine de charbon avec des ressources dessus, là il me faut à la fois du fer et du charbon dans ma fonderie, donc à chaque fois il faudra que je prenne un de chaque pour réaliser
un chaînage, et il n'y en a qu'un seul qui restera. 2 pour 1. Par contre, si je le fais, j'aurai ma ressource bonus. Si je le fais plusieurs fois, ça ne changera rien, ça sera 1, 2, j'enlève, 2 pour 1, 1, 2, j'enlève, 2 pour 1, et une seule ressource bonus, puisque pour un chaînage donné, on a droit à une seule ressource bonus. Donc voilà les différentes manières de produire par chaînage. C'est en plus, donc vous pouvez produire que par chaînage, même si vous avez loupé par exemple votre production par assistant, vous pouvez produire que par assistant si vous n'avez pas de chaînage particulier par terre ou dans votre main, et vous pouvez faire les deux dès que vous retirez. Si oui, enfin bon, en l'occurrence, si je suis sur ma ferme bétail, je peux à la fois produire grâce à ce qu'il y a là, comme je l'ai fait tout à l'heure, et à la fois donc défausser des cartes de blé, ça se fait sans problème, et si je suis sur mon abattoir, je peux à la fois produire grâce à ce qu'il y a là, et à la fois prendre de là pour mettre là, pour faire du chaînage. Voilà, donc ça il faut y penser. Voilà pour la production, avec l'action de construction, ce sont les deux actions clés du jeu. La troisième action que vous pouvez faire, c'est l'action croissance qui consiste à payer pour récupérer un de vos pions ici qui sera utilisable dès la prochaine manche. Vous allez payer 7 pour prendre votre pion numéro 3 et 13 pour prendre votre pion numéro 4 et en plus gagner 3 points de victoire immédiatement. Ça me permet de vous montrer aussi la piste de points de victoire. Vous prenez votre bouclier, quand vous gagnez des points, 1, 2, 3 et vous l'avancez tout simplement sur la piste. Quand vous vous arrêtez ou vous passez par les cases 5, 10, 15 ou 20, vous piochez en bonus 2 cartes bâtiment. Donc là, c'est ce que j'aurais fait si j'avais payé 13 pour prendre mon pion 4, je serais avancé de 3, j'aurais pris les 2 cartes. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre pion 3 avant de prendre votre pion 4, vous pouvez faire l'inverse, mais si vous le faites, quand vous poserez votre pion 4, il sera certainement résolu à la fin de toutes les actions et après, en tout cas, tous les pions 3 des autres joueurs. La quatrième action possible, c'est celle-ci, c'est l'action du marché noir. L'action du marché noir, vous allez défausser 2 cartes de votre main pour prendre 5 marchandises. Voilà 5 marchandises, sauf que sur les 5 marchandises, il y en a 4 qui sont obligatoirement des charbons et que vous allez donc mettre sur votre mine de charbon. La 5e, elle, vous allez pouvoir la mettre où vous voulez, ça sera une marchandise de votre choix, donc la marchandise supplémentaire peut être posée sur tout bâtiment capable de produire des marchandises. Donc dans ce cas-là, ça serait peut-être plus intéressant pour moi de la poser sur l'abattoir, qui me vaut 4 pièces par viande, plutôt qu'ailleurs. Voilà pour l'action marché noir. La 5e action possible, celle-ci, c'est l'action échanger et piocher. Vous allez dans un premier temps pouvoir, dans votre main, choisir à ne conserver qu'une seule carte, défausser les autres, par exemple ces 3-là, et repiocher autant de cartes que ce que vous en avez défaussé. Et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir piocher 3 cartes. Et donc, voilà ma nouvelle main pour échanger et piocher. Alors, évidemment, sachez que vous n'avez pas de limite de cartes en main, ça c'est la première chose. Également, comme l'action est divisée en 2 parties, s'il y a une partie de l'action que je ne fais pas, je suis éligible à une compensation comme je vous avais expliqué. Par exemple, si j'ai une main bien fournie, j'ai pas envie de me défausser de toute sauf une, je ne le fais pas. J'ai cette partie de l'action que je n'ai pas faite, je pioche 3 cartes, et après en compensation, comme il y a une partie de l'action qui n'a pas été faite, la première, je pioche une carte supplémentaire. Voilà, ça il faut y penser. En cas de pioche épuisée, là s'il n'y a plus rien, on remélange la défausse pour créer une nouvelle pioche. Si dans un cas très rare, il n'y a plus de pioche ni de défausse, tous les joueurs défaussent la moitié des cartes qu'ils ont en main, arrondies à l'inférieur, pour former une nouvelle pioche. La 6e et dernière action possible, c'est celle-ci, c'est l'action progresser. Pour réaliser cette action, vous allez payer 4 pièces pour retirer une des 2 tuiles de progression qui sont là sur votre plateau joueur et marquer immédiatement 2 points de victoire. Si c'est la tuile portée, donc celle-ci qui a été retirée, on pourra, lors de l'action de construction, placer ces maisons à 3 de distance au lieu de 2 et obtenir une tuile de bonus, du coup à 2 de distance au lieu de 1. Quand on va aller là, si j'ai déjà une maison
ici, là je vais pouvoir faire 1, 2, 3 si j'ai envie, et si je ne fais que 1 ou 2, 1 ici ou 1 ou 2, eh bien je pourrais récupérer la tuile car j'ai augmenté ma portée. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que ce soit la tuile compensation qui soit retirée. À ce moment-là, lors de la production par assistant, ici avec les nombres des assistants, je pourrais défausser seulement 2 cartes par assistant manquant. Rappelez-vous, tout à l'heure, il me manquait un assistant pour ma carte du bas. Je pourrais défausser seulement 2 cartes au lieu de 3 pour chaque assistant manquant, donc ça peut toujours servir. Voilà pour l'action progresser. On a enfin fini ici d'expliquer la phase 4, qui est donc la plus longue du jeu. On va passer à la phase 5, la phase de construction. En commençant par le premier joueur et en sens horaire, chaque joueur peut construire un bâtiment. C'est le symbole que vous avez ici de construction de bâtiment. Tout joueur qui ne construit pas à ce moment-là pioche 2 cartes à la place, tout simplement. La phase 6, qui est la phase bâtiments spéciaux, est tout aussi simple. Vous allez, en commençant par le premier joueur et en sens horaire, résoudre tous les effets de vos bâtiments spéciaux qui sont marqués d'un 6 dans l'ordre de votre choix, et une seule fois par bâtiment, bien entendu. Dans ce cas de figure, je n'ai qu'un seul bâtiment marqué d'un 6, c'est la bibliothèque, et m'autorise à piocher une carte. Je vais donc récupérer une carte supplémentaire. Mon bureau de poste, lui, a un effet permanent, donc il n'a pas de 6, il ne fera rien en phase bâtiment spéciaux. Vous êtes arrivé en fin de manche, vous allez vérifier si la carte événement en cours a des effets de fin de manche pour les résoudre le cas échéant. Elle est ensuite retirée, les assistants sont également retirés et remis dans le sac. Le sac va passer au joueur suivant en sens horaire qui deviendra donc le nouveau premier joueur. Et bien entendu, si vous êtes à la fin de la 7e manche, la partie est terminée et il vous faut alors procéder au décompte final. À la fin de la 7e manche, juste avant le décompte final, vous pouvez utiliser une dernière fois toutes vos chaînes de production. C'est vous qui choisissez l'ordre de production des bâtiments à ce moment-là, mais contrairement au chaînage habituel effectué en cours de partie, vous ne recevez aucun bonus de chaînage. Ici, par exemple, je peux prendre là et là dans mes 2 mines pour en faire une seule dans ma fonderie, sans bonus de chaînage. Je peux aller placer ma vache ici, encore une fois, sans bonus de chaînage, par exemple. C'est également votre dernière chance d'utiliser des tuiles que vous auriez, des tuiles bonus, car au décompte final, il sera trop tard pour le faire. Le décompte final, il vous est indiqué ici, dans l'ordre de haut en bas, ce qu'il faut faire sur cette carte décompte final très bien faite. Donc la première chose à regarder, c'est, vous voyez ce magnifique point levé avec ces chiffres-là, c'est la puissance militaire. Le plus puissant militairement recevra 4 points, le deuxième recevra 2 points, le troisième 1 point. Vous ne pouvez pas être dans ce classement-là si vous n'avez pas du tout de puissance militaire. Et donc, c'est tout simplement le nombre de points levés que vous aurez sur vos cartes comme ça. Là, moi, je suis à 1. Si j'en avais eu plus, ou il y en a peut-être plus là-bas, je les additionne. Si je suis dans les 3 premiers, je prends les points indiqués. En cas d'égalité, tout le monde marque les points de la place en question et la place suivante est non attribuée. Si on est à égalité à la première place, on marque tous les deux 4 points. Et dans une partie à plus de 2 joueurs, à ce moment-là, il n'y aura pas de deuxième place et on passe directement à la 3e place pour 1 point, par exemple. Vous allez ensuite regarder l'objectif principal. Il est marqué sur le chapitre. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de faire des livraisons de ce type de marchandises pour marquer des points. Si avec ces 3 types de marchandises, vous arrivez à livrer pour 8 pièces, vous marquez 6 points. Si vous arrivez à livrer pour 20, vous marquez 12. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. Donc ça, c'est important. C'est 8 ou c'est 20. Et si vous avez du supplément, ça ne vaudra absolument rien. Donc voilà l'objectif principal. Si j'ai ce qu'il faut, je défausse. Donc là, par exemple, 5 de mon abattoir, ça fait bien 20 en viande. Comme il y avait viande dans les 3 marchandises possibles, je gagne bien les 12 points, mais je ne gagnerai rien de plus avec ce qui me reste sur mon abattoir ou ailleurs, en tout cas pour le moment. Ensuite, justement, les marchandises restantes. Les marchandises restantes, elles vont être ici à 5 pièces pour 1 point. Je vais donc additionner. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 4, 15, plus 20, 35. Voilà, j'ai 35 points.
Donc ça tombe bien, ça fait pile poil 7 points en l'occurrence, mais là pareil, s'il y a des choses en plus, ça ne comptera pas, hein. Si j'avais eu 39 points, j'aurais toujours eu que 7 points malheureusement pour moi. Vous allez enfin révéler les objectifs secrets et vérifier combien de villes vous occupez avec cette icône-là pour moi, et puis combien de villes vous occupez avec des monolithes, et vous allez prendre 2 points pour chaque ville de ce type, et vous allez enfin marquer des points pour vos cartes bâtiments, c'est ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire en haut à droite de chaque carte bâtiment, il y a des points de victoire en fin de partie, il y en a même là, voilà, bon là c'est 0, comme sur la mine de charbon, mais vous additionnez ces points-là également, il ne faut surtout pas les oublier, et donc vous vous en doutez, le joueur avec le plus de points est le gagnant, et en cas d'égalité, c'est le joueur le plus éloigné du premier joueur parmi ceux à égalité qui l'emporte, sachant que, je vous le rappelle, le premier joueur a changé à la fin de la 7e manche, comme lors de toutes les fins de manche d'ailleurs. À ce moment-là, eh bien, il reçoit la coupe de la victoire. Elle est remise au vainqueur, qui sera automatiquement le dernier joueur du prochain chapitre si vous jouez en mode campagne. Il vous reste à ce moment-là à lire l'épilogue du chapitre dans le livret de chronique. Si vous jouez en mode campagne, vous retrouverez également en dernière page des règles toutes les modifications à apporter d'un chapitre à l'autre. N'ayant pas joué au jeu lors de sa sortie VO, l'arrivée de cette localisation VF d'Expédition à New Dale est pour moi un pur bonheur, hein, autant vous le dire. Il s'agit de mon premier coup de cœur de 2021. La mécanique du jeu est extrêmement fluide et bien pensée, l'iconographie est claire et toutes les informations utiles et nécessaires sont présentes, si bien qu'on n'a rapidement plus besoin du livret de règles. L'univers du jeu et l'histoire qui nous est conté rajoute encore plus de plaisir à un jeu qui est déjà excellent, et l'idée du mode campagne pour découvrir de nouvelles choses au fur et à mesure de nos aventures fait merveille et nous donne encore plus envie d'enchaîner les parties. Sachez qu'un mode solo existe également, il consiste en des cartes événements et chapitres différentes pour ce mode de jeu, ainsi que des objectifs de campagne différents. Je n'ai pas encore testé tout ça, mais je le ferai dès que possible. Bien entendu, je vous ai expliqué les règles, on va dire pour le jeu de base, le premier chapitre. Il y a beaucoup de choses à découvrir au fur et à mesure et qui peuvent se rajouter au jeu, et je ne veux pas vous spoiler, je vous laisserai le découvrir tranquillement chez vous. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.